Hey Shiroda, c'est quoi ce chapitre de malade que tu viens de nous pondre? La semaine dernière, tu nous as rushé la fin de God Valley et là, tu commences le flashback, enfin tu poursuis plutôt le flashback au niveau de l'histoire d'Harald parce qu'encore une fois, c'est ça la base de l'histoire que nous raconte Loki et je sens que tu es reparti dans un délire absolument dingue. Ce chapitre nous donne quelques réponses mais nous amène énormément de questions. J'ai pas dormi de la nuit, donc pour ne pas partir totalement en live et n'importe comment au niveau de cette vidéo, je vais prendre le chapitre qui est juste ici et on va le lire page par page et on va faire plein d'explications afin de ne rien oublier. Petite information en plus, j'ai fait une vidéo sur la chronologie du début du flashback. Je vais faire exactement la même vidéo, c'est-à-dire la suite, une fois que le flashback sur Harald sera terminé parce que, nom de Zeus, il va y avoir plein d'informations, encore une fois, je le répète, et je vais aussi vous donner des dates dans cette vidéo parce que la chronologie globale de One Piece est vraiment super importante. Donc le flashback oui continue, c'est-à-dire qu'on est après les événements de God Valley qui étaient en 1486 et on va aller jusqu'à la mort de Goldie Roger qui est en 1500. C'est-à-dire que pendant 14 années, il va y avoir un bordel monstre au niveau de One Piece suite aux événements de God Valley. Pourquoi? Parce que avant, il ne semble pas qu'il y avait énormément de pirates qui faisaient du gros bordel au niveau de tout ce qui se passait. Sauf que après les événements de God Valley, l'équipage des Rocks a totalement explosé et chacun est parti de son côté et a commencé à faire une guerre de territoire. Donc on a surtout eu Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. On voit aussi qu'il y a Oshoku et qu'il y a aussi Shiki qui va être important justement par rapport à Stronghold et Oshoku qui est très important sur la ruche et il est aussi important de noter que le visage de Oshoku il a une cicatrice. Est-ce que la cicatrice elle a été donnée par Rayleigh qui s'est vengée justement du fait que si Shaki a été kidnappé, c'est parce que Oshoku a été un gros traître. Parlons de Rayleigh, on va parler aussi de l'autre gros pirate qui est Goldie Roger. Pendant 14 années, il a fait le tour du monde, il a fait cette aventure justement pour le One Piece et peut-être des éléments qu'il a eu par rapport à God Valley, le fait qu'il ait vu Im-sama et qu'il s'est posé des questions. Il a fait 2 fois le tour, rappelez-vous, il est arrivé à la fin, une fois qu'il est arrivé à la fin, il s'est aperçu qu'il lui manquait des informations, donc il est revenu pour les road poneglyphes. On va faire une petite parenthèse tout de suite au niveau des road poneglyphes pendant que j'ai l'idée dans la tête. Il a peut-être dû aller sur Elbaf. Est-ce que c'est sur Elbaf qui est la dernière road poneglyph? Au moins, on est sûr qu'il a été sur Elbaf. Il a été au bar de Ida, qu'on reparlera à la fin, et c'est peut-être ici, une fois que Harald il allait souvent au bar, c'est peut-être ici qu'il a rencontré Goldie Roger et qu'il a rencontré un certain enfant qui était Shanks. Je le pose ici, on va en reparler plus tard. Parlons de Harald. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 14 années? Eh bien, pendant ces 14 années, à la fin de God Valley, quand il a appris la mort de son ami Xebec et qu'il n'a rien pu faire justement à cause de son désir de rentrer dans le gouvernement mondial pour enlever les péchés de Elbaf. On le répète, hein, je le dis dans la vidéo que je fais où je fais la timeline. Ça a duré 60 ans, ça fait 60 ans, 70 ans qu'il essaye de faire rentrer à Elbaf au niveau du gouvernement mondial. Et donc la meilleure solution qu'il a vue, c'est que, on l'a vu à la fin du précédent chapitre, c'est qu'il a décidé de devenir esclave, entre guillemets. Il s'arrache les cornes et il devient non pas l'esclave en tant que tel, mais il devient le bras armé du gouvernement mondial et il va détruire tous les pirates qui foutent le bazar. Il n'est pas le triangle Florian. Vous avez été très nombreux à me le dire dans les commentaires, ce n'est pas du tout le cas. Les triangles Florian, c'est vraiment autre chose et on ne sait pas encore concrètement ce que c'est. On n'a aucune information vraiment donnée par Eiichiro dessus. Il est le bras armé, il a fait ça jusqu'à la mort de Goldie Roger.
mort de Goldie Roger qui avait pour but, ça pareil on le sait depuis le début, de neutraliser, de faire perdre l'envie aux pirates d'être des pirates. C'est-à-dire qu'on prend le plus gros des pirates, Goldie Roger, le seigneur des pirates, on le tue devant tout le monde et on dit si vous faites les cons, voilà ce qui va vous arriver. Sauf que Goldie Roger, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hurlé que le One Piece existe et il a relancé la piraterie qui a été un truc absolument de malade. C'est le tout début de One Piece et en un sens c'est vraiment cool qu'on ait cette thématique tout au long de One Piece qui est le cercle et qui est aussi le sorte de parallèle. Donc là on est revenu sur le flashback en un sens de Goldie Roger. Goldie Roger 1500, il est mort et à partir de là on est sur une nouvelle vague de la piraterie. Les 3 pirates qui sont Barbe Blanche, Kaido ainsi que Big Mom, eux vont devenir empereurs. Ils ont mis leur territoire et après il y a encore pas mal de bordel par rapport à des pirates. Et d'ailleurs le fait que on ait Harald qui soit une sorte de bras armé de la marine, va donner justement, une fois que les pirates commencent à foutre énormément de bordel, cette division des géants qui est constituée de 10 géants qui ne viennent pas spécialement que de Elbaf, mais qui viennent de tous les pays des géants au niveau du monde. C'est eux d'ailleurs qu'on va retrouver plus tard au niveau de Marineford, le bras armé qu'on a au niveau de Harald. C'est peut-être quelque chose qui va donner l'idée au gouvernement mondial d'utiliser des pirates pour après être des chichibukai, parce que quand il y a cette nouvelle vague de la piraterie, eh bien on a quelques-uns qui ont voulu titiller les petits empereurs, c'est-à-dire qu'on a eu Crocodile qui a été titillé Barbe Blanche et on a Moria qui a été titillé Kaido. Bref, on arrive sur cette période qui est de 1500 morts de Goldie Roger jusqu'aux événements qui sont relatés au niveau de ce chapitre. Et là, je suis en train de voir quelque chose que j'ai complètement oublié. Quand on parle de Goldie Roger, on voit l'équipage et on voit un petit Baggy qui est dans la position de Nika. Ça, encore une fois, ce n'est pas anodin. Baggy va avoir énormément d'importance pour la suite. Et qui dit Baggy dit obligatoirement Crocodile et dit obligatoirement Mihawk. Mihawk avec les yeux qui ressemblent à Im-sama. Ça aussi, c'est assez excellent. Je vois que je suis totalement en train de partir dans tous les sens parce que ce chapitre est complètement fou. Une fois que Goldie Roger il est mort, il y a Harald qui est enfin invité à aller au niveau de Marijoa. Officiellement, d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de dragons célestes qui veulent que, vu que c'est un géant antique, ils veulent que ça soit son esclave, mais ce n'est pas un esclave, il travaille directement pour les doyens, et justement, il va parler aux doyens, et les doyens nous mettent en place. Alors, Eiichiro-Oda nous fait une exposition à travers les doyens sur les sortes de grades, de pactes qu'il y a entre Im-sama et les personnes qui vont travailler pour eux, enfin plutôt pour lui ou pour elle. Il y a 3 entre guillemets, nous allons dire grades, classes. Il y a ceux des bas-fonds, il y a ceux des profondeurs et après il y a ceux des abysses. Le pack des bas-fonds, c'est ce que va recevoir justement Harald. Il va devenir la lame divine. C'est aussi la notation qu'avait eu Gunko durant les événements de God Valley. Après, Gunko, elle va devenir un chevalier divin. Le pack des profondeurs et le pack des abysses, ils sont seulement que au nombre de 13 et sûrement qu'au niveau des abysses, ça va être les 5 doyens. Quelle est la différence justement entre le pack des profondeurs et le pack des abysses? Il faut savoir que ceux des bas-fonds, ils ont seulement que un logo ici et ils ne sont seulement que la lame divine. Est-ce qu'ils ont des pouvoirs en plus? Je ne pense pas. Par contre, une fois qu'on va arriver sur le pack des profondeurs, là ils vont commencer à avoir des capacités. Ils ont des capacités de régénération, ils ont peut-être aussi cette capacité de pouvoir se téléporter à travers justement le sort de pentagramme, mais par contre ils n'ont pas cette chose qui leur permet de ne pas vieillir. Ça c'est seulement que les 5 doyens, donc c'est à dire qu'on a 8 chevaliers divins et après on a directement les 5 doyens. Les 5 doyens, ils ont tout ce que les autres ont avant, c'est-à-dire qu'ils ont sûrement la régénération, comme on a pu voir au niveau de Egghead et aussi au niveau de God Valley, au niveau de Saturne. Et ce qui est très important, c'est qu'ils ont la régénération, ils ont la téléportation, ils ont, par contre là c'est sûr et certain, des putains de pouvoirs
voit, ils ont cette faculté de pouvoir se transformer. Les chevaliers divins, ils l'ont peut-être aussi, je ne sais pas. Ça, encore une fois, c'est par rapport à Killigan. Savoir si le fruit qu'il a, c'est par rapport à Imu ou si c'est par rapport à un fruit qu'il avait eu juste avant. Pareil, au niveau de l'arme de Shamrock qui se transforme en Cerbère. Est-ce que c'est un pouvoir qui est donné par Imsama à travers son grade ou est-ce que c'est un fruit du démon qui lui a fait manger? Parce qu'on avait vu à un moment qu'il avait une sorte de collerette. Mais ce qui est très important, c'est que les 5 doyens ont aussi une sorte d'immortalité. En vérité, le temps n'a plus d'action sur eux. Ils continuent à vieillir, mais ça ne se voit pas. Contrairement par exemple aux Chevaliers Divins, où on voit qu'ils ont vieilli par rapport à ce qui se passe au niveau de God Valley et ce qui se passe après au niveau de Marijoa, qu'on va parler juste après, et enfin ce que l'on voit au niveau de Elbaf, surtout avec Summers, on voit qu'il vieillit au fur et à mesure du temps, donc le pacte qu'il a n'empêche pas le temps de fonctionner, contrairement aux doyens. Cependant, les doyens emmagasinent la vieillesse, et une fois que leur pouvoir leur est retiré, c'est ce qui se passe au niveau de Saturne, eh bien le temps prend pas sur leur vie et d'un seul coup ils décèdent et ils deviennent le squelette, c'est-à-dire que c'est tout le temps, ils deviennent la momie avec le temps et ils deviennent après c'est-à-dire que peut-être que Saturne était vivant depuis plusieurs centaines d'années. Alors ça c'était justement pour parler des grades et maintenant on va parler de l'événement absolument dingue, c'est-à-dire comment Fisher Tiger va réussir à s'évader et va réussir à faire évader aussi toutes les personnes qui étaient esclaves, enfin la plupart des personnes qui étaient esclaves au niveau de Marijoa. Ceci se passe en 1509. Pourquoi 1509? Parce que c'est 15 ans avant les événements de maintenant, et les événements de maintenant, on est en 1524. Donc on a une personne qui arrive à délivrer Fisher Tiger, qui après lui délivre tous les autres, et cette personne c'est tout simplement Shanks. Voilà. Alors vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires, mais le doc, comment ça se fait que tu es étonné que on voit Shanks ici alors que on voit pendant le flashback juste avant qui est la mort d'Aral, on voit que Shanks est en train de parler avec Coppergaban et on voit qu'il a justement la marque sur le bras. Ça aussi on va en parler, la marque bras et le monstre qu'il a mangé. Oui, je savais qu'il y avait ça, mais je savais pas qu'il allait être présent à ce moment. Il était peut-être présent avant ou après. Shanks, au moment de la mort de Goldie Roger, c'est-à-dire en 1500, il décide après de fonder son équipage et refuse la demande que lui a fait Baggy, c'est-à-dire de rentrer dans son équipage. Il décide de partir tout de suite. Il ne veut pas aller prendre tout de suite le One Piece. Encore une fois, c'est parce qu'il a eu des informations par rapport à Goldie Roger. 2 ans après, en 1502, il recrute Yasopp. Là, les événements qui sont en train de se passer au niveau de Marijoa avec Fisher Tiger, c'est en 1509. Donc ça fait 7 ans que Shanks est avec Yasopp. Et il a retrouvé aussi d'autres personnes. Il a retrouvé bien sûr Lukiro, Ben Beckman et tout le reste de l'équipage. Donc Shanks, pendant 7 ans, va créer des liens d'amitié avec son équipage. Ce qui fout en l'air la théorie du mastermind. Pourquoi? Parce qu'une fois que Shanks va être là-haut au niveau de Marijoa, il est là-haut pour avoir certaines informations, c'est sûr et certain. De toute façon, après, tu le vois qu'il va reparler à Coppergaban l'année suivante. L'année suivante, c'est l'année suivante où va mourir Harald. C'est ce qu'on va avoir dans les prochains épisodes. Encore une fois, c'est ce qui se passe en ce moment au niveau de One Piece. C'est une véritable dinguerie et c'est très très dur à suivre au niveau des dates. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a Shanks qui a libéré Fisher Tiger, qui a foutu le bordel au niveau de l'armurerie. Et la page suivante, on le voit avec le bandage. Et c'est là où intervient la théorie avec Barbe Noire, ce que je vous explique depuis longtemps. C'est-à-dire que je vous dis que le flashback tel qu'on l'a au niveau de Xebec, on aurait peut-être dû l'avoir entre une rencontre entre Shanks et Barbe Noire. Parce que Barbe Noire, on le sait à travers un SBS, sa passion, c'est l'archéologie. Il a vécu les événements de God Valley, sa mère lui dit qu'il est un Davy, il veut avoir des informations, c'est pour ça qu'il est au courant d'être le maître, le seigneur du monde. Et si son équipage, comment elle s'appelle ?
Katharina Devon, elle le dit à Saturne, c'est parce que Barbe Noire a raconté son rêve, son désir à son équipage. Il l'a raconté aussi à... comment il s'appelle le mec avec la glace, Aokiji. C'est pour ça qu'Aokiji est dans son équipage. Il y a des choses qui sont vraiment très importantes. Donc, Barbe Noire est au courant de son histoire. Et peut-être que à un moment, juste avant que Shanks aille au niveau de Marijoa, il y a eu la rencontre entre Barbe Noire et Shanks, d'où la blessure, et Barbe Noire lui a tout raconté par rapport aux événements de God Valley et lui a dit « Mon petit Shanks, tu es un fils de dragon céleste, de chevalier divin. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une destinée. » Et donc, si Shanks est sur Marijoa pour avoir des informations, c'est parce qu'il a eu au préalable une conversation qui a mal tourné avec Barbe Noire. Regardez-moi. Regardez mon visage. C'est complètement dingue. Il est en train de tout mettre en place. C'est fou. Donc, on revient sur 1509, la libération de Fisher Tiger. Shanks, après, joue un rôle en disant qu'il déteste la plèbre qui est en bas. On voit le lien entre Shamrock et Shanks qui est vraiment très très bon, comme deux frères. Le costume qu'a Shanks, la tenue de chevalier divin, c'est la tenue qu'aura plus tard Shamrock quand il va arriver sur Elbaf. Il y a aussi le coup qu'on m'a dit de l'épée. Quand on connaît ce que fait Eiichiro Oda avec les droitiers et les gauchers par rapport à Kenjuro, on peut se poser sérieusement des questions. Alors, la théorie, pourquoi je dis ça? Parce qu'on m'a envoyé justement l'information en MP. Je remercie encore une fois la personne par rapport à la théorie qu'il y aurait sur Shamrock qui serait inversé avec Shanks après. Donc encore une fois, personnellement j'y crois pas, ça serait quand même beaucoup trop dur. Shamrock ne peut pas faire semblant et l'équipage, encore une fois c'est pour ça que j'en parle juste avant, l'équipage a vécu 7 ans avec Shanks, donc ils vont savoir comment il est. Mais encore une fois, Eiichiro Oda est en train, toujours pareil, les petits détails, je reprends le petit baggy qui danse en mode Nika, c'est pas n'importe quoi. Voilà, donc on arrive sur Shanks qui parle avec Harald. Harald qui comprend que Shanks c'est un problème et qu'il l'a déjà vu. Donc on reprend ce que je vous ai dit en début de vidéo, dans le bar de Hilda. Enfin, c'est un truc, ce chapitre, enfin je sais pas pour vous, mais faire cette review là avec vous, en parler comme un pote qui en parle autour d'un café. D'ailleurs faut que je prenne un petit peu mon café là parce que je suis en train de partir totalement en live. Mais c'est un truc de dingue. Et je fais ma petite parenthèse de fanboy, il n'y a que avec One Piece que j'ai des délires comme ça. Donc, on arrive sur une autre information que j'ai totalement passé à l'as. C'est-à-dire que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo où je fais le flashback, je fais le résumé du flashback qu'il y a eu au niveau de Harald au début, à un moment, il y a Harald qui va avoir des liens avec l'île des hommes poissons. Il est présent lors de la naissance de Neptune et il devient pote avec Neptune. On reprend le flashback de Goldie Roger. Goldie Roger qui à un moment va voir aussi les hommes poissons. Il y a une prophétie qui dit que... alors je sais plus comment c'est exactement, si c'est elle qui le dit à Goldie Roger, qui va que justement Neptune va avoir une enfant dans quelques années. Donc là c'est par rapport justement aux 4 ans qui sont dit et là au niveau du flashback. Et d'ailleurs le truc des poilus que j'avais pas du tout capté, hein, parce qu'encore une fois ça c'est très important. Moi je ne lis pas les spoils, je ne fais que découvrir le chapitre. Et même si je lis One Piece tout le temps, il y a des choses qui me partent de l'esprit. C'est tellement immense One Piece. Et donc oui, il y a le truc avec Mossa, le jeu de mots poilu qu'avait fait Goldie Roger par rapport à la barbe de Neptune, que son enfant naîtra poilu. Après, c'est resté, et c'est comme ça aussi qu'il y a ce lien avec Harald. Et Mossa, c'est la personne qui parle avec Loki, parce que ça aussi c'est complètement dingue. Ou a dit on va pas pouvoir se parler parce qu'il est en train de se passer des choses, qu'il y a eu un drama qui s'est passé, qu'il y a un lien justement entre Shirahoshi et pas Harald et Loki. C'est parce qu'ils ont tous deux perdu leur mère à cause de fils de Yinche. Dans le temps présent, quand t'as Loki qui parle à Mossa
qui est l'escargot justement poilu. Pourquoi l'escargot est poilu? Parce que Shirahoshi est poilu, parce que c'est un escargot qui est dans un truc de froid, donc c'est un escargot spécial. A dit il est en train de se passer quelque chose, je vais peut-être pas pouvoir te parler pendant un bout de temps. Pourquoi? Parce que y a Barbe Noire. Barbe Noire, il a pris Pudding. Pourquoi il a pris Pudding? Parce qu'il a besoin de quelqu'un pour lire les rots de poneglyphes, le troisième œil. Et il va avoir besoin aussi des armes antiques. Donc peut-être que Barbe Noire va kidnapper Shirahoshi. Loki, bon, je m'étais totalement planté pour Loki. Moi, je voulais que ça soit méchant. Ça va être un gros gentil. Il ne rejoindra pas l'équipage. Il va faire partie de la flotte parce que à eux deux, Loki et Harald, ils vont faire partie des deux capitaines, parce que c'est toujours deux capitaines. Je sais pas si vous avez remarqué, Jarl et Jorl, Dori et Broggy. Donc là maintenant, on va voir Loki et Ashrudin. Loki, à un moment, il va dire hey, il y a Mossa qui s'est fait kidnapper par Barbe Noire. On va aller la sauver. C'est pour ça après qu'elle va revenir et qu'elle va servir aussi d'arme antique par rapport aux événements qui vont se passer à la fin de One Piece. Donc là, Ishiroda, à travers ça, est en train de nous teaser un futur combat contre Barbe Noire. Barbe Noire qui va dire hey, je suis le fils de Xebec. Et Loki va dire ah, mais Xebec, c'était un petit peu mon idole et tout ça. Donc vous voyez encore une fois les relations. Mais One Piece, c'est complètement dingue. Je suis complètement fou quand je fais cette review. J'en suis où là? Maintenant, je sais plus. Est-ce que j'ai loupé des trucs? J'ai loupé des trucs. Oui, on a Zoro qui a créé les événements, parce que c'est pareil, ce qui s'est passé au niveau de Hara. Je crois que c'est en 1502 ou en 1504. Je crois que c'est en 1502. Je crois que ça se passe 2 ans après. Zoro est vivant et il est arrivé au niveau de Elbaf. Rappelez-vous, au niveau du flashback de Egghead, il y a tous les livres qui ont été justement protégés, qui ont été mis après au niveau de la bibliothèque, au niveau de Elbaf, et on a justement Zoro qui va créer cette bibliothèque entre guillemets et aussi cette école, et on arrive sur la fin avec Ida qui est tout simplement tuée par les habitants du village d'Alcol qui sont des gros yinches. De toute façon, et c'est, encore une fois, on est dans la grosse caricature par rapport à Estrid, qui était une vilaine maman pas gentille du tout. Totalement l'inverse, bien sûr, de Ida. Au niveau caricature, Ishiroda, là, pareil, il est en plein dedans. Et ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, elle est empoisonnée. C'est un poison qu'on ne peut pas combattre. Donc, Ida va mourir. Loki pète les plombs, il tue, alors je sais pas s'il tue tout le monde, mais ils sont dans un sale état, le village est brûlé, et en un sens tout ça va revenir sur la gueule de Loki. Pourquoi? Parce que Loki ne va pas dire ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que son père, Harald, veut créer une harmonie au niveau de l'île d'Elbaf. Donc s'il dit eux, ils ont tué Hilda, que toi tu voulais qu'ils deviennent maintenant la femme officielle et la reine d'Elbaf, ça va foutre un bordel, ça va faire la guerre civile. Donc Loki, encore une fois, va prendre ça sur lui. Et il va absolument rien dire, et c'est lui qui va passer pour le gros méchant. C'est-à-dire que là, ici, on a le début de la mauvaise réputation, de la légende mauvaise sur Loki. Parlons de ça. Je voudrais faire aussi une grosse parenthèse très importante sur Harald, parce qu'il y a quelque chose qui me casse les couilles. Tous les gens qui sont en train de dire que c'est un chien du gouvernement mondial, que c'est un perso qui est complètement dégueulasse, que comparé à Xebec, qui était absolument dingue. Harald, c'est comme Oden. C'est quelqu'un qui a les responsabilités d'un pays et qui fait les meilleurs choix que lui juge au moment présent. C'est-à-dire que Oden fait le con pendant 3 ans, il se fait foutre de lui pendant 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est un pacte qu'il a fait justement avec Orochi, où au bout de 3 ans, les autres auront fait les bateaux et après pourront partir. Et après, au niveau de Wano Kuni, Oden pourra régner. Il fait ça pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une guerre civile et qu'il y ait plein de morts. Donc il prend ça sur lui. Harald, c'est exactement la même chose. Au niveau du monde, son peuple, pendant des millénaires, ont détruit, ont pillé. Les pirates, c'est des pas gentils pour lui. Ça par contre, c'est hyper manichéen, c'est hyper cartésien au niveau de sa façon de penser. Donc, la meilleure façon de pouvoir changer le monde, c'est d'être dans le gouvernement mondial. Ça fait 70 ans qu'il essaye. La meilleure façon qu'il a trouvée, c'est justement de 1. Détruire les pirates, parce que les pirates, ils pillent et ils détruisent les pays. Donc pour lui, il fait une bonne action. Il fait une bonne action pour le gouvernement mondial. Et en rentrant dans le gouvernement mondial, il pense pouvoir changer les
mentalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est candide. Là, Shanks, lui, il va apprendre certaines vérités. Vérités que Harald n'aura pas, parce que Harald ne va pas devenir normalement, pour l'instant, chevalier divin. Shanks deviendra peut-être chevalier divin et aura des... Oui, ah, j'ai oublié ça, c'est très important. Deviendra chevalier divin et en devenant chevalier divin, il va avoir la marque. Et il va connaître la vérité sur Im. C'est ça le truc qu'il a besoin, Shanks. Il a besoin de connaître la vérité, donc il est obligé de devenir le chevalier divin. Une fois qu'il va connaître la vérité, il va aller dire la vérité à Harald. C'est peut-être pour ça que Harald va se rebeller et qu'il va mourir. Parce que c'est pour ça qu'il est... On le voit dans le flashback. À un moment, quand il y a Shanks qui parle à Scopergavan dans le bain et lui dit « J'ai des trucs à dire à Harald ». D'ailleurs, il n'a même pas le temps de lui dire parce que c'est au même moment que l'autre il va crever. La chose aussi importante, c'est que cette marque au niveau du bras est le lien avec Im-sama. Donc, si il se fait bouffer le bras au niveau de comment ça s'appelle du monstre marin, il perd peut-être le lien avec Im-sama, les pouvoirs, les capacités, etc. Donc, c'est pour ça qu'il se fait bouffer le bras, parce que en un sens, quand il voit que lui il est au courant de ce qui va se passer, il est au courant par Goldie Roger de la prophétie, qu'ils sont arrivés trop tôt au niveau de God Valley, pas de God Valley mais de Loftel. Peut-être qu'avec Barbe Noire il a eu des informations sur le siècle oublié, il connaît maintenant l'existence de Im-sama et il sait ce qui se passe, quel est peut-être le destin ou les choses qui vont arriver. Et donc, il a besoin de trouver le fruit du démon. Fruit du démon, putain, ça part dans tous les sens. Le fruit du démon de Elbaf, qui est le fruit de Nika maintenant. Je pense qu'on le sait, qui a été volé. Volé peut-être par le gouvernement mondial ou peut-être par un chevalier divin. C'est le fruit du démon que Shanks, après, il va retrouver l'année suivante. Et qu'après, il va donner à Luffy, qui reste pendant 1 an avec le fruit du démon. C'est-à-dire que quand il rentre de la mission qu'il avait fait dans le chapitre 1, c'est pas dans cette mission-là qu'il a le fruit. Ça a été donné avec Woizu. Il l'a pendant 1 an, le fruit du démon. Et le fruit du démon choisit Luffy. Ça aussi, c'est très important. Encore une fois, il faut vraiment qu'on fasse plein de vidéos là-dessus. Donc, ce qui se passe, c'est que l'acceptation par rapport au fruit, une fois que Shanks voit que Luffy a mangé le fruit, et donc que Luffy devient Nika, il sait que maintenant, le destin se met en marche. Et à partir de là, il n'a plus de lien à avoir avec Im-sama. Et donc, il se fait symboliquement manger le bras. Cependant, le fait que le bras ait été mangé dans le chapitre 1, à l'époque, en 1997, Eiichiro Oda n'a pas toute cette construction en tête. Pourquoi? Parce que One Piece, à cette époque-là, doit faire 5, 6, 7 ans grand maximum. Et donc, il n'a pas toute cette histoire, peut-être avec Im-sama ou un truc, mais il n'a pas les chevaliers divins, il n'a pas les marques et tout ça. Donc, on est dans un pur retcon qui est en train d'être fait, retcon qu'il y a par rapport à Nika. La capacité de Nika, elle, est déjà en place depuis très longtemps, bien avant Dressrosa. Encore une fois, on fera une vidéo sur le retcon possible de Nika et du fruit de Luffy, on mettra ça en place. Mais la chose qu'on ne peut pas enlever à Eiichiro Oda, c'est qu'il arrive habilement à restructurer son récit pour faire croire que tout était déjà pensé depuis le début. Je vous prie de m'excuser au niveau de cette critique analyse, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir, je l'ai fait avec énormément de passion. Parler de One Piece est toujours un bonheur, merci de votre soutien, il y a plein de vidéos qui vont arriver au mois de décembre avec plein de tops, donc restez à l'écoute, abonnez-vous et surtout on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie!